Silvareco, le podcast, vous présente Parole d'expert, un podcast enregistré lors du Festival international Silvareco Bien Vieillir au Palais des Festivals de Cannes. Cet épisode est consacré à la détection de chutes de personnes âgées à domicile et aux technologies de téléassistance qui s'orientent vers des approches préventives et prédictives par l'analyse de data, avec la participation de Jean-Philippe Carré, directeur commercial chez ImaProtect, Sébastien Berthaud, directeur technique data plateforme chez Telecom Design, Alexis Roche, représentant de l'Afrata et président d'Assystel, et Philippe Robert, chercheur à l'Université Côte d'Azur. Bonjour à tous, nous sommes toujours au Silvareco Festival à Cannes. Aujourd'hui, la journée est intitulée Living at Home Summit. Nous allons donc consacrer cet atelier à la téléassistance, aux chutes des personnes âgées à domicile, prévention, détection, prédiction par l'analyse data. Autour de moi, donc 4 spécialistes du sujet. Jean-Philippe Carré de l'ImaProtect, Sébastien Berthaud pour Telecom Design. Bonjour. Alexis Roche d'Assystel. Bonjour. Et Philippe Robert pour CobTech Lab de l'Université Côte d'Azur. Bonjour à tous. Ma première question sera donc pour Jean-Philippe Carré. Pouvez-vous, en guise d'introduction, nous présenter les grandes lignes du concept de la téléassistance? Vers quoi tend-on dans les prochaines années? Quelles sont les grandes orientations qu'on peut espérer? Ou craindre peut-être, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Alors, la téléassistance, comme beaucoup le savent, donc, c'est un service, c'est un service avant tout. Alors que nous, au niveau du groupe IMA et d'ImaProtect, de Serena, nous apportons une dimension humaine très importante. Alors le service repose sur du matériel, donc en général, donc un boîtier transmetteur d'alarme, donc qui va récupérer des éléments, des informations de déclencheurs, différents déclencheurs, soit bouton poussoir automatique, soit détecteur de chute. Et ces alarmes-là sont gérées en 24/7 par des équipes de téléassisteurs, donc à distance, pour pouvoir, via une interphonie, déjà s'enquérir et prendre des nouvelles de la personne qui a déclenché, le cas échéant, faire déplacer un réseau de proximité, et puis escalader au niveau des services d'urgence quand il y en a besoin. Voilà, donc ça c'est le principe de base de la téléassistance telle qu'elle existe actuellement. Pour ce qui est de l'orientation, des grandes orientations? Tout à fait. Alors, une des thématiques, c'est la prévention notamment. Alors je dirais, on va échanger sur des évolutions possibles, des solutions autour de la prévention, mais en sachant que le service actuellement a déjà un rôle préventif, notamment dans les gammes d'offres qui sont proposées. Il y a une téléassistance domiciliaire, donc à domicile. Par contre, on propose aussi une téléassistance mobile qui permet notamment à la personne de ne pas rester chez elle pour se sentir en sécurité, puisque le dispositif effectivement ne fonctionne avec les déclencheurs qu'à domicile, mais de pouvoir avoir des solutions qui lui permettent de sortir à proximité de son domicile, tout en sécurité. Je vais promener mon chien, je vais auprès des commerçants de proximité, et ça maintient une activité. Donc on est déjà dans une prévention, je dirais, active, pour que la personne reste active et dynamique et non pas cloîtrée chez elle en se disant je ne suis en sécurité que chez moi. Donc ça effectivement, c'est déjà, les offres en tant que telles ont déjà un aspect préventif, je dirais. Et préventif, comme je le disais tout à l'heure, on a une écoute, vous avez des humains, voilà, donc quand il y a un déclenchement, quand il y a une alerte, quand la personne déclenche, nous aussi, de notre côté, quand il n'y a pas de déclenchement, on va prendre des nouvelles de la personne. Parce qu'il y a des événements, ça traduit quelque chose, il y a des non-événements, ça traduit aussi des choses. Donc il y a déjà, je dirais, dans le service actuel, des prises de contact pour aller chercher et détecter des signaux faibles qu'on va éventuellement, quand on les capte, pouvoir les partager avec le réseau de solidarité et éventuellement auprès de médecins et d'une partie médicalisée. Notamment dans notre offre, on peut s'appuyer sur une assistance médicalisée
Donc au sein du groupe IMA, on a plus de 70 médecins et infirmières à disposition 24/7. Et donc on peut aussi s'appuyer sur ces solutions médicalisées. Et donc voilà, tous ces éléments-là sont déjà là en termes de prévention. Merci. Sébastien Berthaud, aujourd'hui, de nombreux outils de prévention s'appuient sur la collecte de données. Comment ces données sont-elles acquises dans le cadre de la téléassistance aux personnes âgées ? Alors, il y a plusieurs types de données qui sont collectées. On va avoir des données sur les produits portés, par exemple. Donc les personnes, souvent une offre de téléassistance vient avec un bracelet, montre. Voilà, une montre qui permet de couvrir des cas à la maison, en dehors de la maison aussi. On va avoir des capteurs fixés au domicile. Si on parle de maintien à domicile, donc on peut équiper un domicile. On a des données scientifiques aussi au sens des modèles. Il y a de la recherche qui a été faite qui permet justement de qualifier qu'est-ce qu'une personne en bonne santé aujourd'hui, comment on peut qualifier, comment on peut normer quelque chose en fonction de l'âge, en fonction de beaucoup de critères. Donc c'est des modèles qui sont en critères d'entrée dans les systèmes. Il y a aussi beaucoup de données par rapport aux aidants et aux usagers. En fait, concrètement, on les oublie, mais ils sont là aussi. Et en fait, c'est vraiment, je rejoins le point sur les signaux faibles, parce que justement, le point sur l'usager et l'aidant, il y a vraiment beaucoup d'informations, surtout sur la personne aidée. Donc, je surconsomme du service de téléassistance, où je déclenche beaucoup mon bouton moi-même. Ça veut dire quelque chose. Je le fais pas, ça veut dire quelque chose d'autre aussi. Où je le fais à certains moments de la journée, où je le fais pas. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut apprendre. Il y a vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on sous-estime souvent le pouvoir des données simples. Et il y a un peu un Graal qui dit on pourrait tout connecter, mettre des choses partout. Je pense qu'en fait, on a un socle de données aujourd'hui avec les solutions actuelles qui permettent d'aller assez loin. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir 25 capteurs dans une maison pour comprendre beaucoup de choses. Souvent, une montre, un bracelet, ça suffit déjà à collecter énormément de données. Et je pense qu'il faut se méfier d'ailleurs un peu de cette promesse où on va équiper tout et partout, parce qu'il y a aussi, on a des défis d'acceptation par les personnes aidées. Il y a des problèmes d'intrusion. Un capteur peut être très intrusif aussi. Donc en fait, globalement, je dirais, pour faire de la prévention, on a déjà beaucoup de données aujourd'hui sur nos capteurs simples, qui sont les capteurs simples ou des capteurs portés, qui peuvent capter beaucoup de choses sans être trop intrusifs, et sur le comportement des usagers. Et ça, c'est des données qui aujourd'hui sont déjà extrêmement importantes pour faire de la prévention, pour comprendre ce qui se passe et pour réagir en temps et en heure. Vous parliez de capteurs intrusifs et ça permet d'évacuer la question une fois pour toutes. Quid de la protection des données personnelles ? Alors c'est essentiel. C'est essentiel, donc, et ça doit être... donc c'est essentiel pour plein de raisons. C'est essentiel déjà pour des raisons de perception par la personne aidée. Je pense que personne n'a envie d'être chez soi, certes en sécurité, mais avec une caméra et un drone qui vous filme 24/24. On n'a pas envie de ça. Et donc effectivement, dans toutes les solutions de téléassistance aujourd'hui, on est chez la personne, on est très près de la personne, on est en contact avec la personne, et donc la protection des données doit vraiment être au cœur des solutions en fait. C'est-à-dire ça passe essentiellement par de l'anonymisation de données, par le fait que de la minimisation de données aussi, le fait que si vous n'avez pas besoin d'une donnée, vous l'oubliez par design dans vos solutions. Et on voit il y a une contrainte réglementaire qui arrive aussi et qui de toute manière permet de qualifier et de faire en sorte que les solutions ne fassent pas n'importe quoi avec les données. Est-ce que quelqu'un va compléter et rebondir sur l'histoire des données et de la protection sur toutes celles-ci ? Oui, je dirais un mot. Alors en tant que médecin, là, avec François Brémond, là, que je représente, là, qui est le co-directeur de l'équipe et qui travaille à l'INRIA. Ça fait de nombreuses années, on avait commencé avec les capteurs donc, fixes, avec les caméras.
Et alors, je suis tout à fait d'accord sur la protection des données, mais il y a quand même un fantasme du monde, non de la santé, là-dessus. Je veux dire qu'il y a beaucoup de patients, de familles qui acceptent un capteur vidéo si on a expliqué ce qu'il transmet. On avait fait une étude à un moment pour les chutes à partir du lit, et donc ça donnait systématiquement des images floutées. Si on explique bien les choses, le fantasme des capteurs intrusifs, on peut le diminuer, parce que tout est intrusif. Ce que vous avez sur votre téléphone, vous pensez que c'est pas intrusif? Ah ben ça c'est un autre débat, mais oui. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dresser le portrait des différentes typologies de bénéficiaires de la téléassistance? Alors il y en a certainement plusieurs, il y a peut-être les classiques, excusez-moi d'employer ce terme-là, pour parler vite, et peut-être des plus spécifiques. Alexis Roche d'Assistel peut-être? Alors déjà, pour faire un petit rappel, la téléassistance, tout le monde connaît, c'est un service qui a été créé dans les années 70. Donc ça fait partie finalement, alors on parle de technologie pour l'autonomie, on parle de gérontechnologie. Finalement, c'est celle aujourd'hui qui a fait ses preuves. Chaque année, on sauve des vies. Donc téléassistance créée dans les années 70, avec une spécificité, on représente un service, mais sauf que le service, il est matérialisé par un dispositif. Donc on parlait d'acceptation de matériel. Si la personne n'accepte pas malheureusement le matériel, elle aura du mal à accepter le service. Donc ça, c'est une chose. On voit aussi, au niveau de la typologie des clients, pour répondre à votre question, alors vous allez entendre, on va vous parler de seniors actifs, seniors fragiles, seniors dépendants. En fin de compte, il y a des besoins. Quand on regarde bien, l'allongement de la vie fait qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont 85 ans qui vont avoir les mêmes besoins que des gens qui ont 95 ans. Tout dépend finalement de la manière dont on vieillit, l'endroit où on va vieillir également, ce qu'on a fait toute sa vie, tout ça va conditionner. Et il y a un autre élément moi, que j'ai vu, ça fait 20 ans que je fais de la téléassistance. En fin de compte, c'est justement parler de data, puisque c'est aussi l'objet de notre conférence. Moi, je vois, il y a 20 ans, la téléassistance n'était pas du tout palpable pour les aidants. Si ce n'est quand ils étaient appelés, ils font partie, donc le principe d'avoir ce réseau d'intervention de bénévoles, hormis parce que vous êtes appelé par la centrale pour vous dire il faut vous déplacer, c'était pas vraiment palpable. Là, aujourd'hui, avec le numérique, avec la digitalisation, on rend d'autant plus palpable la téléassistance pour les aidants. Pour vous donner un ordre d'idée, on est des populations qui ont 82, 83 ans, 84 ans à peu près à la souscription. Je représente la FRATA, qui est l'Association française de téléassistance, et au préalable, Assistel, l'entreprise que je dirige. On a lancé, il y a moins de 18 mois, une application client. On a 17 000 abonnés. Aujourd'hui, près de 30% des gens sont venus se créer un compte sur cette application client. Vous allez retrouver des choses simples. On parlait de simplicité. Les gens vont pouvoir télécharger leurs factures, vont pouvoir mettre à jour leurs contacts. Si on ramène à la prévention, qu'est-ce qu'on fait? On met aussi le suivi d'activité. Des choses toutes simples. Les alarmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les familles se connectent sur l'application. Elles peuvent voir si la personne âgée est tombée, si la personne âgée a déclenché son dispositif. Et je dis ça pourquoi? Parce que l'analyse de données déjà très simples permet d'enrichir le diagnostic. Sauf que derrière, il faut rendre un petit peu aussi tout ça interopérable. C'est-à-dire que Télécom Design, derrière, va nous créer un indicateur. L'indicateur, si nous, on le garde que pour nous, ça sert à rien. Et je pense que si on devait tous faire un rêve, ce serait de se dire que finalement, il y a des fournisseurs de technologie, il y a des téléassisteurs, il y a bien évidemment, au cœur du dispositif, au cœur de la personne âgée, l'abonné, et puis raccrocher aussi, moi je crois beaucoup aussi, raccrocher au domaine de la santé. Pourquoi? Parce que monsieur est médecin, je pense que vous voyez un patient, plus on va pouvoir vous donner des données pour enrichir votre diagnostic, mieux ce sera pour le projet de la personne. Et on sait qu'on est souvent face à des populations où finalement, plus on vieillit, il y a ce phénomène de posture. Pour avoir discuté sur le terrain avec des évaluatrices APA, par exemple, donc l'APA, pour que ce soit clair pour tout le monde, ce qu'on appelle l'aide personnalisée à l'autonomie, l'évaluatrice ou l'évaluateur se rend au domicile, le phénomène de posture, la personne âgée va vous dire écoutez, tout va bien. Et puis en fait, vous revenez un mois après, et en fin de compte, on se rend compte que non, tout ne va pas bien. Aujourd'hui, avec les données qu'on peut remonter, on peut considérer que en créant des connexions, et il y a quelque chose qui s'appelle aujourd'hui Mon Espace Santé, c'est une des propositions que nous portons d'ailleurs avec notre association Afrata, c'est de se dire, créer des ponts et que demain, le médecin reçoit son patient, puisse accéder à Mon Espace Santé et avoir des données liées à la téléassistance pour permettre d'enrichir son diagnostic. Et encore une fois, démarrons avec des choses simples. Parce que le problème, c'est qu'on peut
collecter, mais qu'est-ce qu'on fait après de la donnée? Et je pense que l'enjeu, il est vraiment là. Et là, on est vraiment sur du pluridisciplinaire, pour le coup. Je voudrais qu'on reste encore une seconde sur cette histoire de données. On aurait peut-être dû même commencer par ça. Est-ce que l'un d'entre vous, ou peut-être plusieurs, ont des chiffres sur les chutes? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en termes de fréquence, de prévalence, d'incidence? Est-ce que vous avez des remontées statistiques sur les chutes? C'est très simple. Vous prenez, je vais vous parler d'Assistel, donc parc de 17 000 abonnés. On traite chaque année 10 000 chutes. Donc ça 17 000 abonnés, 17 000 et abonnés, 10 000 chutes, 10 000 chutes par an. Alors voilà, 10 000 chutes. Qu'est-ce qu'on appelle chute exactement? Est-ce que c'est vraiment je m'écroule d'un coup ou ça peut être une chute lente? Vous avez deux types de chutes. Vous avez la chute lourde et la chute molle. Et d'ailleurs, c'est bien là aussi le sujet en termes de détection. La chute lourde, concrètement, je me prends les pieds dans le tapis, je tombe. Ça, c'est facile à détecter. C'est facile à détecter. Et après, vous avez la chute molle. La chute molle, typiquement, je tombe, je vais me raccrocher. Ouais. Oui, c'est-à-dire que on va caractériser entre le moment où je suis debout et le moment donné où je suis couché. Le laps de temps va être beaucoup plus long. Je vais tomber, je vais essayer de raccrocher au rideau. Je vais mettre beaucoup de temps alors que je me prends les pieds dans le tapis. Donc là, il y a ces deux types de chutes. Et là, ça peut donc ne pas déclencher effectivement une alarme puisque la chute est lente et progressive. C'est encore plus compliqué effectivement à détecter. Alors parlons justement peut-être des innovations. Est-ce que pour les chutes molles, on peut imaginer dans les années à venir des systèmes de prévention qui soient peut-être plus efficaces, plus fins pour détecter tout ça? Oui, tout à fait, oui. Juste pour revenir sur à qui profitent les données, entre guillemets, ou en tout cas les remontées d'informations, on partage aussi, quand on équipe des résidences autonomie, on partage avec les membres de l'établissement et les personnes qui suivent les chutes par appartement, les déclenchements. Donc là aussi, on est en mode prévention, et voilà, avec des choses toutes simples. C'est pas compliqué, mais on donne de la visibilité sur ce qui se passe. Alors il y a la partie aidant, effectivement, et il y a aussi la partie tous les professionnels de santé qui peuvent, on donne les tranches horaires de déclenchement. Voilà, par exemple, quelqu'un qui va appuyer volontairement à partir de 20h, alors qu'il est dans un établissement, là, cette personne, elle va peut-être juste vouloir discuter. Et parce qu'il n'y a plus de personnel, il y a uniquement une personne d'astreinte dans l'établissement, mais il n'y a plus le personnel au quotidien. Donc là on va détecter des signaux faibles d'isolement. Voilà, donc ce sont des éléments comme ça qu'on peut très facilement partager. Et puis voilà, agir en termes de prévention. Voilà, c'était juste un petit complément par rapport au point précédent. Alors, et pour ce qui est des innovations? Voilà, les innovations. Alors les innovations, effectivement, la technologie, c'est merveilleux, on peut faire plein de choses. On parlait du côté intrusif tout à l'heure. Alors c'est vrai que depuis pas mal de temps, on va mettre des caméras, on va détecter, on va analyser, sauf qu'effectivement, la caméra ne voit pas tout. Voilà, il y a des éléments, il y a des algorithmes qui peuvent confondre des pieds de chaise avec des membres en disant tiens, là c'est quelqu'un qui est tombé, mais non, c'est juste la chaise qui a. Donc il y a beaucoup de perturbations, c'est vraiment pas facile. La technologie, effectivement, on commence à voir arriver des technologies sans fil, des perturbations de réseau basées sur les réseaux Wi-Fi notamment. Donc voilà, donc on commence à avoir des solutions beaucoup moins intrusives et qui peuvent rester aussi très précises. La partie thermique aussi. Voilà, les caméras thermiques permettent de détecter. Alors là aussi, il peut y avoir des perturbations, mais voilà, on commence à voir arriver des solutions précises et qui peuvent, dans beaucoup de cas, s'avérer assez performantes. Voilà. Quelqu'un voudrait rajouter quelque chose ? Je pense qu'il y a aussi un volet sur l'innovation via l'algorithmie. On voit beaucoup. En fait, on a des données qu'on avait et simplement on les voit avec une lecture différente. Je sais que par exemple, on prend les bracelets Telecom Design qu'on a aujourd'hui, qui font de la détection de chute. Et aujourd'hui, ils font, grâce aux mêmes données, finalement, on fait de l'analyse de marche, par exemple. Donc on fait de l'analyse de marche et de la qualité de la marche. D'accord ?
et donc basé sur des critères de cliniciens, hein, faits avec c'est des modèles qui ont été élaborés en collaboration avec des universitaires. Et on voit, donc finalement c'est le même capteur, c'est la même chose, simplement on utilise des choses différentes qui permet après de voir, oulala, on sent une dégradation de l'état, de la marche de quelqu'un, la probabilité de chute augmente. Donc on n'est pas... Alors la prévention c'est délicat parce qu'en fait on peut pas... C'est toujours compliqué de mesurer ce qui n'arrive pas. Mais néanmoins, c'est des indicateurs, pareil, on parle des indicateurs, on parle de contexte, et on dit voilà, on fait de l'analyse de marche, on voit que ça se dégrade, donc on voit que c'est une personne qui est plus susceptible de tomber finalement. Sébastien, je vous laisse la parole encore un instant. J'avais une question, puisque si je vous comprends bien, il y a différents types de dispositifs qui existent, des technologies, des dispositifs humains bien sûr, de l'alerte manuelle, de l'alerte automatisée. Comment est-ce qu'on peut garantir l'interopérabilité de tous ces dispositifs-là et des données donc, qui en découlent? En gros, est-ce que cette coexistence, elle est fluide ou pas encore? Alors je pense on a parlé nous par exemple on est fournisseurs de technologie, on collabore de facto avec les fournisseurs de services, représentés par mes collègues ici. Donc cette interopérabilité, elle existe. Maintenant, elle est sans doute, on peut l'optimiser. On peut l'optimiser par un plus gros partage des données, je pense qu'on peut partager plus de données, donner plus de contexte. Alors, y compris aux aidants. Donc ça va vraiment dans le sens de l'application dont Alexis parlait, hein, de donner plus de visibilité, plus de contexte aux aidants, ce qui permet aussi à ces aidants potentiellement eux aussi d'être inclus dans le mécanisme de prévention. Je pense qu'il y a une interopérabilité qu'on peut... je rejoins totalement Alexis sur la partie partage avec les médecins, avec le médical. Donc là, on est plus sur du partage via des acteurs publics ou parapublics, in fine. Et celle-là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est au balbutiement, je pense. Il y a beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, elle est pas forcément là. Je pense que sur la partie après, interopérabilité plutôt technique, des capteurs d'une maison qui parlent avec tout le monde et compagnie, là, on est sur des domaines qui sont un peu plus... je pense qu'il y a des contraintes de normes. Les fournisseurs, en plus de technologie, ont tendance à fournir de manière globale. Donc, on va vouloir fournir le même capteur en France, en Allemagne, aux États-Unis et j'en passe. Et donc là, il y a des normes qui sont un peu différentes sur ces sujets-là. Donc là, on arrive à un sujet qui, à mon sens, un peu plus difficile, va mettre plus de temps à arriver. Par contre, sur l'interopérabilité des données, c'est super dur à dire, des données extraites, je pense que là, il y a un vrai potentiel de partage. Est-ce qu'on peut se dire que la prochaine innovation qui va véritablement changer la donne et faire évoluer la détection, prévention des chutes pourra être justement sur le domaine de cette interopérabilité meilleure, plus qualitative? Alors je pense qu'il y a un vrai sujet, effectivement. On a parlé sur l'innovation, on a parlé de nouvelles données, on a parlé d'algorithmes pour mieux apprendre basé sur les données. Et je pense que ce qui est clé, c'est si vous apprenez et que vous ne partagez pas, ça ne sert à rien, concrètement. Donc je pense que c'est dans cette logique que oui, je suis absolument d'accord. Et je ne répéterai pas parce que j'y arrive. Quelqu'un voulait réagir par ici ? Oui, par rapport à l'interopérabilité. Ouais. C'est bon, je l'ai dit. Il est fort. Yes. Merci. Alors, on est aussi acteur, on a un service de télésurveillance donc autour de la maison connectée. Et c'est vrai qu'on a développé, notamment avec des grands partenaires comme le groupe Legrand, par exemple, une interopérabilité pour pouvoir collecter de la donnée à distance, ou en tout cas interréagir et avoir un habitat connecté qui permette d'avoir des remontées d'informations, et ces remontées d'informations couplées avec d'autres informations, c'est là où on peut arriver à donner vraiment de la valeur très intéressante. Alors,
Il y a le côté urgence, effectivement, téléassistance, il y a une chute, là on ne doit pas se rater, l'alarme doit partir, on doit la récupérer, et puis on doit traiter l'urgence. Et puis après il y a tout le fond, le fond de l'habitat connecté, où effectivement les solutions commencent à être interopérables, et après tout le challenge va être d'arriver à en tirer la juste valeur pour effectivement rendre le bon service à la personne. Et comme je le disais en introduction tout à l'heure, il ne faut pas oublier de coupler ça aussi avec l'écoute humaine qu'on a au quotidien. Je le répète encore, mais c'est très important, hein, la technique c'est bien, mais avant tout il y a l'écoute humaine, et on peut avoir des remontées d'informations. Alors déjà, quand il y a une personne seule à domicile, c'est plus simple que quand il y en a deux, voire un petit chien, voilà, et donc tout ça c'est très complexe. Le quotidien est très 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 complexe à analyser, donc il faut vraiment, entre guillemets, pas tout miser sur une seule approche. Et pour moi c'est vraiment un mix de différentes remontées d'informations anonymisées. On prend celle dont on a besoin pour vraiment apporter le bon service au bon moment aux bénéficiaires. Je compléterai également tout ce qui vient d'être dit par la notion d'éthique aussi, parce que forcément on parle de data, et effectivement il y a un point de vigilance dans le sens où on peut tout collecter, mais est-ce qu'on se l'autorise, est-ce qu'on ne se l'autorise pas? Au risque de choquer la salle, on va se retrouver à un moment donné, avec toutes les bases de données qu'on a, on prédit la mort. Est-ce qu'on a envie d'en arriver là aussi? Je pense que là, le médecin que vous êtes aussi pourrait, à mon avis, rebondir sur le sujet de l'éthique, mais pour moi qui est aussi fondamental, et c'est nous, en tant que fabricants de techno, de ne jamais oublier ça aussi. Alors, on en revient aux données prédictives. Vous parliez tout à l'heure, Sébastien, de la marche qu'on peut analyser et donc de ces chutes qu'on peut peut-être prévenir. Le Graal de la téléassistance, il est là, il est dans la prévention. Au niveau de ces technologies prédictives, vous nous avez donné un exemple. Est-ce qu'il y en a encore d'autres qui sont en jachère, en développement ou déjà sur le marché? Alors, je pense qu'il y en a, il y a plein de choses en jachère aujourd'hui. Notamment vers la multiplicité des capteurs, il y a aussi tout ce qui est quelque chose dont on a un petit peu parlé. Vous parliez d'écoute humaine, mais il y a aussi aujourd'hui on peut faire de l'écoute, on peut faire de l'analyse de sentiments aussi. Vous savez, dans une conversation, essayer de comprendre le niveau de stress de la personne, il y a on parlait de signaux faibles. Tout ça, c'est des choses qui sont hyper intéressantes pour justement qualifier un peu plus dans quel état dans quel état cognitif même se trouve la personne. Et je pense que les innovations aussi sur la prévention, c'est plus de permettre... Je pense qu'il y a un défi de passage à l'échelle aussi. La population senior, de manière globale, grossit. Il y a de plus en plus de monde en situation de maintien à domicile, mais il faut... Et à un moment donné... je pense que la technologie est un des vrais sujets où la technologie peut aider, c'est sur le passage à l'échelle. Donc on parlait tout à l'heure de oui, je mets plein de capteurs dans une maison, mais est-ce que c'est raisonnable de penser que quand telle tranche d'âge représentera, j'en sais rien moi, 30, 40 plus pourcentage de la population mondiale, est-ce qu'on va avoir des capteurs partout ou pas? Ces capteurs, il faut les installer. Ces capteurs, voilà, il y a une notion de logistique. Pareil, on parlait d'écoute. L'écoute et l'écoute de qualité, elle est hyper importante. Par contre, est-ce qu'on arrive à passer à l'échelle quand la population a aidé à écouter et multiplié par 2, 3, 4, 5 Et je pense que la technologie et l'innovation et la prévention peuvent être aidées. Enfin, la technologie peut aider la prévention ici en faisant, vous savez, on va dire, c'est toujours le chemin, le 80% qui est facile à faire, que l'humain n'a pas besoin de faire finalement. Et on essaye et on garde l'humain pour faire vraiment ce petit côté non dit qu'une machine ne perçoit pas aujourd'hui. Donc je pense que c'est comme ça. Enfin, en tout cas, c'est un des axes sur le passage à l'échelle lui-même. Essayer d'introduire de la technologie, on va dire de l'analyse un peu, l'analyse de sentiments, c'en est une, et l'analyse de stress, les schémas autour du cognitif, c'est vraiment une partie qui est importante et qui est, je pense, aujourd'hui encore sous-estimée. Bien sûr, on ne vous a pas beaucoup entendu. J'allais justement vous donner la parole. Merci. Oui, non, moi je suis entièrement d'accord. Alors,
par rapport à ce qu'on appelle l'analyse de la voix, on avait fait une manip là, au moment du Covid sur l'analyse au téléphone de la voix, des caractéristiques de la voix des soignants qui travaillaient dans les services de réanimation à l'Archer. Il y a des données qui peuvent être capturées et qui sont transparentes. Bien sûr, on a expliqué à la personne qu'on va récupérer son information. Mais ça, c'est des données qui peuvent être très fortes. Mais ça dépend de l'humain, comme vous l'avez très très bien dit, c'est-à-dire qu'il va falloir s'adapter à toute personne. Alors un autre truc que je voudrais dire, c'est la prévention, parce que le terme de la prévention, tel qu'on en a parlé là maintenant, aujourd'hui, c'est par rapport à quelqu'un qui est déjà, entre guillemets, client d'un de vos services, et dont on sait qu'il peut y avoir une possibilité de chute ou de problème. Et la prévention, c'est aussi l'acceptabilité de vos systèmes par l'usager. Moi, je suis professeur émérite, j'ai 71 ans, d'accord ? Je ne suis pas encore dans vos clients. Mais je me dis, en vous écoutant, que ça serait bien que je m'y habitue. Parce que c'est ça la prévention, c'est de pouvoir s'habituer à. Hier, j'ai été voir mon maître... qui était professeur de psychiatrie à Nice avant, et lui, il a 95 ans. Alors, il avait 3 montres. Une là, une autre là, et une là. Parce que ses enfants, qui sont aussi, l'ont très, très bien équipé. Et lui, même si c'est quelqu'un cultivé, ne comprend pas tout à fait ce mécanisme. Si on apprend avant, je pense que c'est bien. Et on s'habitue avant, c'est-à-dire, c'est aussi bon pour le business, ça, je veux dire que si vous commencez à vendre à des gens de 71 ans une solution à laquelle il faut qu'ils s'habituent, c'est très bien. Et puis le dernier point que je relierai à ça, c'est la simplicité, l'histoire des 3 montres là. Si je pouvais avoir en un seul élément des choses qui me permettent de capturer ces données et aussi de fournir le service à la personne, comme vous l'avez dit, monsieur, là. C'est pas seulement si j'ai un trouble cognitif sévère ou mineur, suivant les médecins, mais c'est en fond s'adapter à la personne. Ça, c'est très important. Et c'est aussi important pour les médecins et les soignants. Parce que les soignants, quand ils interviennent à domicile ou autre, à la fois, ils sont contents d'avoir des données, mais ils ne veulent pas passer des heures à récupérer ces données. C'est-à-dire qu'il faut qu'en amont, ils puissent sélectionner ce qui m'intéresse pour Madame Durand, c'est seulement combien de temps elle a marché hier. Et donc que vous fournissiez un accès privilégié à certaines données et qui dépendent de l'utilisateur, que ce soit l'aide-soignante, l'équipe de soins ou autre. Voilà, donc là, il y a, je pense, pour répondre à votre question, de l'innovation, dans la réflexion aussi, dont toute cette technologie, François Brémond, là, qui n'a pas pu venir, il disait, oui, la technologie, elle m'a envoyé un petit mot, la technologie, elle est au point, mais seulement, il faut l'adapter aux différentes personnes. Qu'on est dans une EHPAD, qu'on soit dans une EHPAD, qu'on soit à domicile, ou qu'on soit dans sa voiture. Combien de personnes âgées conduisent et ont besoin peut-être dans l'équipe de recherche, pour ne pas faire de la publicité, là, François, il travaille avec Toyota pour toutes les aides assistées. Ça, c'est des choses qui ont aussi de la valeur. Donc, il faut s'adapter à la personne, mais aussi à son environnement. Pour conclure, avant de passer peut-être aux questions du public, un mot sur le degré de maturité de ces technologies. Philippe Robert, peut-être vous étiez un peu lancé là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il m'a dit le collègue, oui. La technologie de base est mature. Malheureusement, il faut l'adapter au contexte particulier du service à la personne ou à la téléassistance et dans des environnements complexes. Voilà. Et de rajouter que ce qu'il y a de très important, parce que quand vous dites l'utilisation des données, c'est comment, je reprends l'exemple des capteurs vidéo ou des capteurs audio, c'est comment on va justement s'adapter à l'environnement. Eh ben, en ce moment, on fait une étude, alors c'est dans
l'interaction dans une consultation psychiatrique. Alors, il y a un patient, il y a un médecin, et on a expliqué, il y a 2 caméras, il y a des trucs de partout, on lui a mis un appareil pour sentir aussi, savoir si sa skin conductance. On acquiert ces données, il faut les acquérir dans un nombre de fois absolument énorme pour ensuite les confronter au gold standard. Le gold standard, c'est quoi? C'est ce que pense le médecin, ce que pense le soignant. Donc, ça, c'est ce qui rajoute, c'est qu'il faut pouvoir acquérir le plus possible de données. Et ça passe aussi par l'acceptation, comme vous disiez tout à l'heure, des gens de ces technologies. Un mot avant que je donne la parole au public. Juste un petit complément, le modèle économique aussi. Ah oui. Derrière, on en a pas parlé. Mais effectivement, tous les capteurs, les équipements, pour des personnes fragilisées, parfois isolées, parfois sans grandes ressources, c'est pas évident effectivement d'avoir assez de ressources. Et tout le modèle économique aussi est à... Faut pas mettre la barre trop haut. Il y a la techno est mûre, mais parfois c'est pas n'importe quel prix. Donc voilà, donc il y a aussi ça, on va arriver à démocratiser puis arriver dans le volume, mais il y a encore un petit peu de chemin à faire. Je pense que effectivement là-dessus, je parlais de passage à l'échelle tout à l'heure, et je pense que on a parlé de données simples, on a parlé de remontée de contexte basée sur des données qu'on a déjà finalement. Et je pense que ces sujets, on a parlé aussi d'acceptabilité. Je pense qu'il y a un défi du passage à l'échelle. Et là, la technologie peut aider en rendant plus efficace et moins coûteuse finalement. Si on est sur du volume, si on est sur de la diminution si on est sur de la facilitation aussi de vos services, de vos services finalement, elle peut aider. Par contre, il y a l'autre technologie qui est de mettre un labo de la NASA chez chacun de nos seniors. Et là, je pense qu'effectivement, il faut se méfier de ces fausses promesses-là. On est plus sur... il faut avoir ces contraintes de passage à l'échelle en tête. Ça, à mon sens, c'est clé aussi. Sinon, on va poursuivre une sorte d'objet qu'on ne va pas atteindre et on va se tromper de chemin. Puis également, pour compléter la notion de design, on parle d'acceptabilité, d'acceptation du matériel. La téléassistance, finalement, la plus belle des téléassistances, c'est celle qui ne doit pas se voir. On n'a pas envie d'être stigmatisé parce qu'on porte un bracelet. Moi, je suis très content que Telecom Design, aujourd'hui, décline aussi avec différents coloris de bracelets. Enfin, on est face à des générations, c'est ce que je dis, on va se retrouver en 2030, des gens qui auront l'âge de s'équiper, 83, 84 ans, c'est des gens qui auront eu 20 ans en mai 68. Donc on a un renouvellement de génération aussi. Donc ce que les anciens de 20 ans étaient prêts à accepter, aujourd'hui ne sont plus prêts. Et donc si on veut collecter effectivement de la data, ça passe, hormis si on met des capteurs, mais encore qu'on parlera encore d'acceptabilité, le design, et on doit tous avoir les motifs, c'est se dire c'est pas design for old, c'est design for all tout simplement. On écoute votre question. Merci. Daniel Dip, société Age Impulse. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On a réussi à trouver des algorithmes qui prédisent la chute. Et depuis cette année, on est en train de le proposer commercialement. Donc on analyse la marche, c'est un petit capteur qu'on clipse sur la hanche. Pendant 15 secondes, on marche une dizaine de mètres. Et là, on prédit le risque de chute de la personne. Donc s'il y a un besoin, que la personne consulte et suive un parcours de soins. Et s'il n'y a pas besoin, qu'elle continue ses exercices et ce qu'elle fait qui fonctionne bien. Donc il y a des solutions qui existent et je suis disponible pour en parler avec vous. Juste peut-être ajouter un élément sur les statistiques. Une personne en France chute toutes les 15 secondes. Merci beaucoup. Sébastien, peut-être que vous vouliez rebondir là-dessus ? On parlait de la marche, justement. Oui, enfin, je pense qu'on parlait de qualité de marche, effectivement. Et oui, effectivement, il y a des algorithmes d'analyse de qualité de marche. Il y en a, puisque, effectivement, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille aussi, je dirais. Et effectivement, on est dans le... Juste pour commenter, on est dans la qualification, c'est ce que vous faites si j'ai bien compris, de qualifier le niveau de risque pour un patient ou pour une personne aidée, effectivement, et ça permet
de qualifier un risque, effectivement. Après, je pense qu'un des défis dont on parlait auprès des fournisseurs de services de téléassistance, c'est qualifier un risque, c'est bien, et après, il faut réussir à déterminer, à un moment donné, il y a une chute, il n'y en a pas, et ça fait partie des sujets sur lesquels, voilà, faire le lien entre la qualification du risque et déterminer si l'incident arrive, c'est aussi, ça fait partie ce pont entre les deux est souvent un pont sur lequel les solutions, il y a des vraies différences entre une solution qui fonctionne et une solution qui ne fonctionne pas finalement. Est-ce qu'on a une autre question ? Pardon, en complément, effectivement, l'analyse, le risque physiologique, je dirais, par rapport à quelqu'un qui peut avoir des difficultés à marcher ou en tout cas une dégradation, il y a aussi le risque au sein de l'habitat. Et c'est là où aussi les services comme l'ergothérapie participent et contribuent à aller adapter l'habitat pour diminuer. Et on peut effectivement ne pas avoir de soucis et votre algorithme effectivement est un bon complément, mais ne dira pas tout. Et par contre, se prendre les pieds dans le tapis et là, chuter malheureusement et puis qui ait des conséquences très, très graves. Donc c'est vraiment un écosystème complet alliant technologie, prédictif, prévention et services. Voilà. J'avais une question, parce que donc là on parle absolument des logements, des personnes qui sont à domicile, dans les EHPAD, ou nous on vient de l'étranger, dans les CIPA, les centres intégrés pour personnes âgées, la réflexion se fait globalement en lien avec la dénutrition, donc la perte de masse musculaire, avec la médication, etc. Est-ce que ces données, vous les intégrez aussi en amont, donc c'est-à-dire quand vous prenez un client en charge, et en aval, quand on a une chute et qu'on fait une analyse post-accident? Alors, je vais parler pour nous, au niveau de la téléassistance, on n'intègre pas ces composantes au sein du service, dans l'offre actuelle. Par contre, au niveau on a une plateforme médico-sociale et on expose justement des suivis complémentaires qui peuvent être pris effectivement par la personne pour adresser ces axes et ces détections, intégrant la nutrition, intégrant l'ergothérapie comme j'en ai parlé, et ainsi de suite. Tout à fait. Ça peut, mais c'est pas intégré à l'offre, parce que, et je reviens sur le côté économique, c'est-à-dire que après, en intégrant beaucoup de choses, effectivement, on arrive à un seuil et c'est difficile pour les personnes de pouvoir prendre. Alors ça peut répondre effectivement à une certaine population qui est en mesure de pouvoir payer ça, mais on retrouve ces accompagnements dans d'autres services connexes au sein de nos offres. Voilà. Mais pas intégrés en tant que tels. Mais c'est clair que c'est une très bonne remarque et ça devrait, en tout cas donner des éléments pour être encore plus performant dans cet aspect prévention. Oui, Docteur Robert, peut-être vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, non, juste, ça c'est un objet de recherche. Hein. Là, on a fait une étude, alors c'est pas sur la chute, mais sur les patients Alzheimer, où c'est un objet de recherche et un objet de recherche de l'ordre d'équipes de santé. C'est-à-dire que prendre les données de fragilité, de frailty, hein, que vous avez indiqué, de nutrition, de comportement, d'émotion, de cognition, et les associer à des données provenant de capteurs soit portés, soit mis à disposition, pour pouvoir intégrer et faire une clinique prédictive pour un individu donné de son risque, ça c'est encore un objet de recherche, je crois. Oui, est-ce que ça s'analyse a posteriori? Oui, ça s'analyse a posteriori, mais l'idéal, je pense, c'est de pouvoir prédire, non pas a posteriori, mais avant. Est-ce que j'ai plus de risques de venir ici à cette table ronde en vélo ou en voiture, en fonction de mon âge, de mon poids, etc. Après, il faut se méfier aussi. Les éléments prédicteurs ne doivent pas être un limitant de l'activité d'une personne qui a un certain âge. Je pense qu'avant de prédire, effectivement, il faut déjà identifier la notion de fragilité. On a eu l'occasion il y a quelques années, alors malheureusement c'était un peu compliqué, puis le Covid entre-temps, on avait eu un sujet d'étude avec l'Université technologique de Troyes, et à l'époque, professeur qui s'appelait Jacques Duchesne, il m'expliquait les critères de Linda Fried, où vous avez la force de préhension palmaire, vous avez la vitesse de marche, ils avaient développé une balance aussi qui permettait de donner en fait un score d'équilibre, et en fait je pense que c'est cette notion d'indicateur, Télécom Z
disais, moi, je vous invite à travailler et au contraire à imaginer de nouveaux indicateurs en lien avec la recherche, validés par des médecins, et à la suite, nous, téléassisteurs, on intègre, et puis après, ça revient vers le médecin, et en fait, là, on est sur un cercle qui est complètement vertueux, et tout ça avec des technologies qui sont acceptées, qui sont jolies, et puis qui sont abordables en termes de coûts. Et on n'oppose pas, en fait, finalement, l'humain à la technologie, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de data, alors on peut se dire, oui, la data, on va remplacer l'humain. Non, en fait, on va juste augmenter. Quoi. Ouais, on est dans l'aide. C'est comme en entreprise, on vous dit oui, mais c'est la notion de salarié qui va être augmentée. Là, on aura l'aidant augmenté, on aura le médecin augmenté, et au contraire, il faut que ce soit au profit, et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais aussi d'éthique. Qu'est-ce qu'on s'autorise à faire, qu'est-ce qu'on s'autorise à ne pas faire? Messieurs, merci beaucoup pour toutes vos interventions riches en données et en informations. Et merci madame pour vos questions. Je vous en prie, Merci. si le public a encore des questions, vous pouvez peut-être les attraper entre deux portes. N'hésitez pas. Merci.